n'a pas haussé le ton quand il l'a dit. Il n'en avait pas besoin. La pièce était déjà assez silencieuse pour entendre l'horloge au-dessus de la cheminée faire tic-tac comme un compte à rebours. Signe le transfert, a-t-il dit calmement en faisant glisser le dossier sur la table. La totalité des 9,8 millions de dollars à ta sœur. J'ai fixé le papier, les noms, les chiffres, la certitude sur son visage. Je ne signe pas, ai-je dit. C'est alors que ma mère s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Sa main a surgi de nulle part. Paf. Tu n'as pas le choix, a-t-elle hurlé. L'avocat l'a regardée droit dans les yeux et a dit Madame, savez-vous qui vraiment. Mon père a explosé. Savoir quoi? La réunion qui, pensait-il, allait me briser. La réunion était censée se faire juste en famille. C'était l'expression que ma mère avait utilisée au téléphone 3 jours plus tôt. Sa voix mielleuse à l'excès, tendue comme du film plastique. Juste en famille, rien de formel. Nous devons tous être sur la même longueur d'onde. Ces mots à eux seuls auraient dû m'alerter. Au moment où je me suis garée dans l'allée de mes parents ce dimanche après-midi-là, la rue était déjà bondée de voitures. La Lexus de ma tante, le vieux pick-up de mon oncle, 2 berlines que je reconnaissais de l'église. Le genre de rassemblement qui n'avait lieu que si quelque chose d'important ou de sordide était sur le point d'être annoncé. À l'intérieur, la maison sentait le nettoyant au citron et le poulet rôti. La belle vaisselle était de sortie. Des chaises pliantes bordaient les murs du salon, tournées vers la longue table en chêne, comme un public attendant un verdict. J'ai compté rapidement. 23 personnes, peut-être plus. Assez de témoins pour s'assurer que personne ne pourrait prétendre plus tard avoir mal compris. Ma sœur Karen était assise près du centre, les jambes croisées, les mains sagement jointes sur ses genoux. Elle portait un pantalon crème et un chemisier bleu doux, le genre de tenue qui inspirait le raisonnable et le responsable. Son mari était assis à côté d'elle, une main posée de manière possessive sur le dossier de sa chaise. Elle a souri en me voyant, ce même sourire crispé qu'elle avait arboré toute notre vie. Poli, prudent, victorieux. J'ai pris place vers le bout de la table, près du mur. Une vieille habitude. J'avais appris très jeune à me tenir à l'écart du centre de l'attention. Mon père se tenait en bout de table, le dos droit, imposant, comme il le faisait toujours lorsqu'il était convaincu de bien faire. À côté de lui se trouvait un homme que j'ai immédiatement reconnu. Monsieur Caldwell, l'avocat de la famille, cheveux gris, costume impeccable, une mallette en cuir posée à ses pieds comme un point de ponctuation. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas juste en famille. Ma mère rôdait près de la porte de la cuisine, les bras croisés, le regard déjà vif d'anticipation. Elle ne s'asseyait pas, elle faisait les 100 pas. Elle faisait toujours les 100 pas quand elle pensait que le contrôle pouvait lui échapper. Merci à tous d'être venus, a commencé mon père. Sa voix remplissait la pièce sans effort. Cela ne sera pas long. Karen a regardé autour d'elle, hochant la tête comme si c'était elle qui recevait. Quelques parents ont murmuré leur approbation. Quelqu'un a gloussé. J'ai remarqué avec quelle facilité ils se penchaient tous vers elle, à quel point cela semblait naturel. Mon père a fait glisser un épais dossier sur la table vers moi. Il s'est arrêté juste devant mes mains. Nous avons passé en revue les actifs de la famille, a-t-il dit. Après mûre réflexion, ta mère et moi avons décidé qu'il valait mieux simplifier les choses. J'ai ouvert le dossier lentement, non pas parce que j'étais confuse, mais parce que je savais déjà ce que j'allais y trouver. Des évaluations immobilières, des résumés d'investissement, des termes de fiducie. Le chiffre trônait en gras et sans complexe sur la première page. 9 800 000. Mon nom était déjà imprimé sur la ligne de signature, vide, en attente. Signe le transfert, a dit mon père, me regardant enfin directement. La totalité, à ta sœur. Un murmure a parcouru la pièce. Pas de surprise, du soulagement. C'était la fin qu'ils avaient répétée. J'ai senti mon pouls se stabiliser au lieu de s'accélérer. Les années en uniforme font cet effet-là. Quand le volume monte, vous devenez silencieux. Je ne signe pas, ai-je dit.
Les mots n'étaient pas dramatiques. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Le sourire de Karen a vacillé juste une seconde. Ma mère a réagi la première. Elle s'est précipitée en avant, sa chaise basculant derrière elle, le visage rougi par quelque chose de plus profond que la colère. Sa main a heurté ma joue avant que j'aie le temps de bouger. Le bruit a été sec, définitif. « Tu n'as pas le choix !» a-t-elle hurlé. « Tu m'entends ? Tu n'en as pas !» La pièce s'est figée. Quelqu'un a haleté. Quelqu'un d'autre a murmuré mon nom. J'ai eu un goût de métal dans la bouche. Pas du sang, juste le choc. Ma joue me brûlait, mais mes mains sont restées à plat sur la table. Monsieur Caldwell s'est levé lentement en ajustant ses lunettes. Son regard est passé de la main levée de ma mère à mon visage, puis est revenu au dossier. « Madame, » a-t-il dit prudemment, « savez-vous qui détient vraiment ?»« Non. Quoi ?» a rugi mon père, en claquant la paume de sa main sur la table si fort que la vaisselle a tinté. « Qu'est-ce que vous sous-entendez ?» Toutes les têtes se sont tournées, tout le monde a retenu son souffle. J'ai regardé mon père, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la certitude gravée dans son expression, la confiance d'un homme qui croyait que le sol sous ses pieds était solide parce qu'il l'avait toujours été. « Vous ne savez vraiment pas ?» ai-je dit doucement. La confusion s'est répandue dans la pièce comme une fuite lente. Mon père a ri une fois, d'un rire sec et méprisant. « Ne commence pas avec ça, » a-t-il dit. « Tu as toujours eu du mal à accepter la réalité. » La réalité ? Ce mot m'avait poursuivi toute ma vie, généralement comme un avertissement. Sois réaliste. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne devraient te l'être. Karen en a plus besoin que toi. Monsieur Caldwell s'est à nouveau raclé la gorge, mais ma mère l'a interrompu. Ich, elle est égoïste, a lâché ma mère d'un ton sec. Elle fait toujours ça. Elle complique les choses, après tout ce que nous avons fait pour elle. J'ai légèrement levé la main, non pas pour me défendre, mais pour imposer la patience. J'ai dit que je ne signais pas, ai-je répété. Et avant que quiconque ne dise un mot de plus, je pense que vous devriez entendre pourquoi. Karen s'est alors penchée en avant, les yeux brillants, la voix douce. Nous essayons juste de garder la famille unie, a-t-elle dit. Tu n'es presque plus jamais là. Tu as ta carrière, ta vie. C'était là, le cadre habituel. J'en avais assez. Donc, je devais céder. J'ai refermé doucement le dossier et l'ai repoussé de l'autre côté de la table. Vous ne m'avez pas invité ici pour parler, ai-je dit. Vous m'avez invité pour que je me soumette. L'avocat a finalement pris la parole, sa voix stable mais teintée d'inquiétude. Avant qu'aucun document ne soit signé, a-t-il dit, il y a quelques clarifications que nous devons apporter. Mon père s'est retourné vers lui. C'est pourtant clair. Ça pourrait ne pas l'être, a répondu monsieur Caldwell. Les yeux de ma mère ont fait la navette entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis adossée à ma chaise, la brûlure sur ma joue s'estompant en une douleur sourde. La pièce a soudain semblé plus petite, plus étriquée, comme l'air avant une tempête. Ça veut dire, ai-je dit, que vous me demandez de renoncer à quelque chose que vous ne contrôlez pas en réalité. Le silence qui a suivi était assez lourd pour peser sur mes oreilles. Mon père m'a dévisagée, la mâchoire serrée. « Tu es confuse ?»« Non, » ai-je répondu. « Je suis préparée. » Karen a secoué la tête en riant nerveusement. « C'est ridicule. »« Vraiment ?» ai-je demandé. Je me suis levée lentement, chaque mouvement étant délibéré. Avant d'aller plus loin, ai-je poursuivi, vous devriez tous comprendre comment nous en sommes arrivés là. Parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui, et elle n'a pas commencé avec de l'argent. J'ai regardé autour de la pièce les visages de ceux qui m'avaient vu grandir et qui avaient décidé, il y a longtemps, quel rôle j'étais autorisée à jouer. Ça a commencé il y a des années, ai-je dit, quand j'ai appris ce qui arrive à l'enfant, dont tout le monde suppose qu'il s'en sortira très bien. En grandissant, ma famille n'a jamais appelé ça du favoritisme. Il n'en avait pas besoin. Le favoritisme était simplement la forme de nos vies. Comme un meuble qui reste à la même place si longtemps qu'on finit par ne plus le remarquer.
Karen avait 3 ans de plus que moi, ce qui, dans notre maison, se traduisait par quelque chose de bien plus permanent que l'âge. Elle était la première. Premier petit enfant, premier pas, premier sourire dont tout le monde se souvenait. Quand je suis arrivée, le récit familial était déjà écrit, et le nom de Karen était imprimé en gras tout en haut. Elle était celle qui était organisée, celle sur qui on pouvait compter. L'enfant qui, selon mes parents, avait des qualités de leader avant même d'avoir appris à lasser ses chaussures. J'étais l'autre. Ni indésirable, ni mal aimée, on attendait juste de moi que je me débrouille. Quand Karen pleurait, ma mère accourait. Quand je pleurais, on me disait que j'étais forte. Quand Karen avait des difficultés, mon père intervenait. Quand j'en avais, on me rappelait que j'avais toujours été indépendante. Tu t'en sortiras très bien, disait-il sans cesse, comme une bénédiction, comme un renvoi. Lors des dîners de famille, Karen s'asseyait à côté de mon père, le tenant au courant de ses projets, de ses cours, de ses objectifs. Il écoutait, hochait la tête, donnait des conseils. Quand je parlais, les conversations s'arrêtaient poliment puis revenaient à leur point de départ. J'ai appris très tôt que l'attention était une monnaie que je ne possédais pas. À l'école primaire, les bulletins de notes de Karen allaient sur le réfrigérateur. Les miens allaient dans un tiroir. Au collège, lorsqu'elle a rejoint le conseil des élèves, mes parents ont réorganisé leurs emplois du temps pour assister aux réunions. Quand je me suis qualifiée pour un concours académique, ma mère a souri et a dit « C'est bien, chérie », avant de me rappeler que Karen avait un entraînement. Ce n'était pas de la cruauté. C'est ce qui rend la chose difficile à expliquer à ceux qui n'ont pas grandi comme ça. Il n'y avait pas de porte claquée, pas de dispute hurlante, juste un millier de petits réajustements où mes besoins étaient revus à la baisse pour faire de la place aux siens. Karen avait besoin d'une nouvelle voiture pour l'université. Moi, je prenais le bus. Karen a changé de spécialité 2 fois. Mes frais de scolarité s'accompagnaient d'un rappel à la gratitude. Karen est retournée vivre à la maison après l'obtention de son diplôme pour faire le point. Quand je suis restée à la maison trop longtemps après le lycée, mon père m'a demandé quand je comptais faire quelque chose de concret. Je me suis engagée dans l'armée à 22 ans. Les gens supposent que c'était une vocation, un rêve, un quelconque éveil patriotique. Ce n'était pas le cas. C'était une porte de sortie. Le jour où j'ai signé mes papiers d'enrôlement, mon père m'a serré la main comme si j'avais accepté un emploi dans une usine à l'autre bout de la ville. De bons avantages, a-t-il dit. Un cadre. Karen m'a prise dans ses bras et a chuchoté qu'elle ne pourrait jamais faire ça. Comme si ça la rendait meilleure. La formation de base m'a dépouillée de tout et m'a reconstruite pièce par pièce. Les cris ne me dérangeaient pas. J'avais grandi en traduisant les tons de voix pour survivre. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point tout était clair. En uniforme, l'effort comptait. La précision comptait. La paperasse comptait. Personne ne demandait de qui j'étais la fille. Personne ne s'attendait à ce que je m'efface pour que quelqu'un d'autre puisse briller. Pour la première fois de ma vie, être silencieuse ne me rendait pas invisible. Cela me rendait observatrice. J'ai appris comment les systèmes fonctionnaient réellement. Comment une signature manquante pouvait paralyser une opération entière. Comment les chiffres racontaient des histoires si on y prêtait attention assez longtemps. Comment les règles existaient, non pas pour contrôler les gens, mais pour empêcher le chaos de se faire passer pour de l'ordre. Quand je rentrais en permission, le contraste était saisissant. Karen aidait mes parents à gérer les choses, leurs investissements, leurs comptes, leurs papiers. Mon père se vantait d'elle à qui voulait l'entendre. « Elle a le sens des affaires », disait-il, tout comme moi. Personne ne demandait ce que je faisais dans l'armée. Quand ils le faisaient, ils arrêtaient non d'écouter à la moitié de la réponse. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent ?» m'a dit un jour ma mère autour d'un café. Karen s'occupe de ce côté-là des choses. C'était la première fois que je remarquais l'expression de « ce côté-là des choses ». Comme si les finances étaient un trait de personnalité, comme si la responsabilité pouvait être assignée par l'ordre de naissance. La seule personne qui ne parlait jamais de cette façon était ma grand-mère, Éléanore, la mère de mon père. Elle vivait seule dans une maison modeste, avec des parquets grinçants et une vue sur la ruelle de derrière, pas sur la baie.
Elle observait tout et ne commentait presque rien. Quand je lui rendais visite, elle posait de vraies questions, pas des questions polies. Qu'est-ce que tu apprends? Demandait-elle. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui n'a pas de sens pour toi? Une fois, alors qu'elle triait de vieux dossiers familiaux sur la table de sa cuisine, elle a fait glisser une pile de documents vers moi. Dis-moi ce que tu vois, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Des chiffres qui ne s'alignaient pas, des dates qui sautaient, des transactions qui semblaient nettes en surface et fausses en dessous. Elle a hoché la tête une fois, lentement. C'est bien ce que je pensais. Elle n'a jamais accusé, jamais expliqué. Elle a juste rangé les papiers et a dit « Certaines choses sont plus claires pour les gens qui ne cherchent pas désespérément à être admirés. » Je ne comprenais pas à l'époque, pas complètement. Mais les années ont passé et les schémas ont tendance à se préciser avec la distance. Le style de vie de Karen est devenu plus coûteux que ce que son salaire pouvait justifier. Les histoires de mes parents sur leurs actifs changeaient selon qui les écoutait. La paperasse était toujours gérée. Les questions étaient toujours inutiles. Et je suis restée ce que j'avais toujours été, le plan de secours, celle dont ils supposaient qu'elle s'adapterait. Jusqu'au jour où ils m'ont demandé de renoncer à 9,8 millions de dollars comme s'il s'agissait d'un livre de bibliothèque en retard. Assise dans ce salon, la joue encore chaude de la main de ma mère, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté saisissante. Ils ne m'avaient pas invitée parce qu'ils me respectaient. Ils m'avaient invitée parce qu'ils croyaient que j'allais céder. Et cette croyance, selon laquelle les filles silencieuses se soumettent toujours, était sur le point de leur coûter tout ce qu'ils pensaient contrôler. Car pendant qu'ils étaient occupés à décider qui méritait quoi, j'avais appris quelque chose de bien plus dangereux. J'avais appris à lire la vérité quand elle se cachait à la vue de tous. Et bientôt, ils allaient apprendre ce qui arrive quand l'enfant que tout le monde sous-estime arrête de jouer le rôle qu'on lui a assigné. La première fois que j'ai réalisé que quelque chose clochait, ce n'est pas arrivé comme une révélation. Il n'y a pas eu de grands frissons dramatiques, ni de moment où la pièce a basculé et où tout a pris sens. C'est venu discrètement, comme la vérité le fait souvent, par la répétition. J'étais à la maison pour une courte permission, à peine 10 jours entre deux affectations, et j'étais allée voir ma grand-mère, Eleanor, parce qu'elle me l'avait demandé. Pas exigé, demandé. Cela seul rendait les choses différentes. Sa cuisine sentait le café noir et le savon au citron. Des papiers étaient étalés sur la table en piles soigneuses, lestés d'un vieux presse-papier en verre en forme de pomme. Elle n'avait pas l'air anxieuse, elle avait l'air résolue. « Je veux tes yeux là-dessus », a-t-elle dit en tapotant la pile la plus proche. « Pas ton opinion, tes yeux. » C'est ainsi qu'elle présentait toujours les choses. L'observation d'abord, le jugement ensuite. Je me suis assise et j'ai commencé là où je le faisais toujours. Date, en-tête, totaux, résumé des revenus locatifs, distribution des investissements, frais d'entretien. Au premier coup d'œil, tout semblait en ordre, trop en ordre. J'ai tourné une page, puis une autre. Le même nom de fournisseur apparaissait 3 fois au cours d'un même trimestre. Des réparations d'urgence, toutes sous le même seuil monétaire. Chacune approuvée par Karen. Chacune payée promptement. Ce toit ne peut pas être remplacé 3 fois en 4 mois, ai-je dit sans lever les yeux. Eleanor a hoché la tête, mais n'a pas souri. J'ai continué. Un poste budgétaire intitulé « Frais administratifs divers » gonflait d'année en année. Des remboursements de frais de déplacement liés à des visites de site qui ne correspondaient pas aux dates de renouvellement des baux. Des chèques émis au lieu de virements électroniques, juste assez souvent pour éviter des schémas qu'un examinateur occasionnel pourrait remarquer. Ce n'était pas du vol au sens cinématographique du terme, c'était quelque chose de bien plus familier. La présomption. La présomption que personne ne regarderait de près, que même si quelqu'un le faisait, il ne comprendrait pas ce qu'il verrait, et que s'il comprenait, il ne riposterait pas. J'ai expiré lentement. Ces comptes ne sont pas structurés de la manière dont votre fils le prétend. Eleanor a croisé les mains. Non, a-t-elle dit. Ils ne le sont pas. Elle a attrapé un dossier que je n'avais pas encore ouvert. Celui-ci était plus lourd, un papier plus épais, des bords nets.
À l'intérieur se trouvaient des documents de fiducie. Pas des brouillons, des copies signées, une fiducie révocable établie des années plus tôt, des actifs méticuleusement listés, des propriétés, des comptes, des imprévus, et une clause qui m'a légèrement coupé le souffle, l'autorité de successeur. Mon nom, pas bénéficiaire, pas destinataire. Autorité. J'ai levé les yeux vers elle. Quand avez-vous fait ça? Quand j'ai réalisé, a-t-elle dit calmement, que l'amour n'empêche pas les gens de prendre des décisions égoïstes. Il les rend juste meilleurs pour les justifier. Je voulais argumenter, atténuer la chose, suggérer qu'il y avait eu des malentendus. Mais les chiffres ne mentaient pas, les documents non plus. Je ne voulais pas de conflit, a-t-elle continué. Je voulais de la continuité, quelqu'un qui protégerait ce qui existe, sans le vider pour chercher de la validation. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Tu sais comment faire ça. J'ai dégluti. Karen ne prendra pas bien la chose. La bouche d'Éléanore a eu un tic. Karen a toujours bien pris les applaudissements. Ce n'est pas le cas ici. Elle ne m'a pas demandé de promettre quoi que ce soit. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle a fermé le dossier et l'a fait glisser vers moi. Garde des copies, a-t-elle dit, et garde le silence. J'ai fait les deux. Au cours de l'année qui a suivi, j'ai prêté attention comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Non pas parce que je cherchais la trahison, mais parce que je comprenais enfin la langue parlée autour de moi. Quand mon père se vantait du portefeuille familial, il parlait toujours en estimation, en chiffres arrondis, en taux-pratique. Quand Karen parlait de la gestion des actifs, elle se concentrait sur les résultats, pas sur les processus. Croissance, expansion, style de vie. Personne ne mentionnait la gouvernance, la supervision, les garanties, à part Éléanore et moi. Quand Éléanore est décédée 18 mois plus tard, le chagrin m'a frappé de plein fouet. Elle avait été le seul endroit dans ma famille où je n'avais pas besoin de me traduire. La perdre m'a fait l'effet de perdre la gravité. Les funérailles ont été dignes, contrôlées. Tout le monde a loué sa prévoyance, sa générosité, son dévouement envers la famille. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Nous devrions parler des actifs, a-t-elle dit doucement. Pas d'Éléanore, des actifs. J'ai décliné poliment, fermement. 3 semaines plus tard, le premier message de Karen est arrivé. Nous devons simplifier les choses, cela ne doit pas être difficile. Papa vieillit. Chaque texto portait le même sous-entendu avec lequel j'avais grandi. Écarte-toi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rencontré un avocat indépendant, non pas pour contester quoi que ce soit, mais pour le confirmer. Il a examiné la fiducie, les dossiers, les actes enregistrés. C'est solide, a-t-il dit, et très intentionnellement structuré. Qui peut le modifier? Ai-je demandé. Personne, a-t-il répondu, pas sans votre coopération. C'est à ce moment-là que le poids de tout cela s'est installé dans ma poitrine. Ni triomphe, ni peur, mais responsabilité. Je ne détenais pas de l'argent. Je détenais une limite que quelqu'un d'autre avait construite et m'avait confiée pour la faire respecter. L'invitation à la réunion de famille est arrivée 2 semaines plus tard, enveloppée de politesse et de pression. Nous avons juste besoin de clarté. Pour la paix, pour la famille. À ce moment-là, j'avais compris quelque chose qui leur échappait. Ils croyaient être en train de négocier. Ils ne réalisaient pas que la négociation s'était déjà terminée des années auparavant, avec des signatures qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire. Assise dans ce salon, la colère de ma mère vibrant encore dans l'air, mon père exigeant des réponses qu'il n'était pas prêt à entendre, je me sentais étrangement calme, car je savais enfin ce que disaient les chiffres, et je savais exactement quand les laisser parler. La pression n'est pas arrivée d'un coup. C'est toujours ainsi. Elle s'infiltre lentement, déguisée en inquiétude, enveloppée dans un langage qui ressemble à de l'affection si l'on n'écoute pas attentivement. Après les funérailles d'Éléanore, mes parents ont soudain eu envie de parler davantage. Pas du deuil, de la logistique, de la responsabilité, de la complexité qu'avaient prise les choses. Ma mère a appelé 2 fois dans la même semaine,
laissant des messages vocaux qui commençaient tous de la même façon. Nous nous inquiétons juste pour toi. Puis venait le pivot. Karen apportait tellement de choses. Puis la conclusion. Tu ne voudrais pas rendre tout cela plus difficile que ça ne l'est déjà. Karen a envoyé un texto d'un nouveau numéro, comme si la distance pouvait adoucir la demande. La santé de papa n'est plus ce qu'elle était. Il s'agit de stabilité. Tu n'habites même plus ici. J'ai lu chaque message une fois, puis je les ai archivés. L'invitation à la réunion de famille est arrivée par email. Objet, discussion en famille, dimanche. Pas de détails, pas d'ordre du jour, juste 1 heure à l'adresse de mes parents. J'ai failli ne pas y aller. Non pas parce que j'avais peur, mais parce qu'une part de moi savait déjà comment cela allait se dérouler. Je pouvais entendre les arguments avant qu'ils ne soient prononcés, voir les expressions sur leur visage, ressentir le poids d'être en infériorité numérique dans une pièce conçue pour faire passer la dissidence pour de l'impolitesse. Mes fuirs auraient confirmé leur supposition. Alors, j'y suis allée. Le matin de la réunion, j'ai repassé mon uniforme avec soin, même si je savais que je ne le porterais pas. Les vieux instincts ont la vie dure. L'ordre avant la confrontation. La préparation avant l'impact. J'ai choisi des vêtements neutres. Rien qui paraisse défensif. Rien qui paraisse défiant. À mon arrivée, ma mère m'a serré trop fort dans ses bras, les bras raides. « Nous sommes heureux que tu sois là », a-t-elle dit, me dirigeant déjà vers le salon. La maison avait été réorganisée, les meubles repoussés, des chaises ajoutées comme pour un tribunal déguisé en rassemblement. Karen était déjà là, discutant avec animation avec mon oncle. Elle a levé les yeux quand elle m'a vue et a offert un doux sourire répété. « Je suis vraiment contente que tu sois venue », a-t-elle dit. « Cela ne doit pas être inconfortable. » C'était la phrase qu'elle utilisait toujours juste avant que les choses ne deviennent exactement cela. Mon père a attendu que tout le monde soit installé avant de parler. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé si j'avais fait un long trajet. Il est allé droit au but. « Nous avons besoin de clarté », a-t-il dit en joignant les mains sur la table. « Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans l'incertitude. » Karen a hoché la tête. « Ce n'est juste pour personne. » J'ai remarqué avec quelle rapidité elle a dit cela. Pour personne. Pas pour tout le monde. Monsieur Caldwell s'est raclé la gorge en ouvrant sa mallette. « Nous avons préparé un transfert simple », a-t-il dit. Il vise à consolider les actifs sous une seule partie dirigeante. « Et cette partie est Karen », a ajouté ma mère, de façon vive et immédiate. Parce qu'elle est ici, elle est investie. Elle a fait le travail. J'ai attendu. Mon père a fait glisser le dossier vers moi, le même qu'il repousserait plus tard sur la table, s'attendant à ma soumission. « Signe ça », a-t-il dit, et nous pourrons tous aller de l'avant. J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé lui. « Non », ai-je dit. La pièce a réagi comme si j'avais parlé une autre langue. Ma mère s'est levée brusquement. « Excuse-moi ?»« Je ne signe pas », ai-je répété. « Ni aujourd'hui, ni jamais. » Karen a soupiré en secouant la tête. « Pourquoi fais-tu ça ?»« C'est ma question, » ai-je répondu. Mon père s'est penché en avant. « Il ne s'agit pas de toi, » a-t-il dit. « Tu réagis sous le coup de l'émotion. » J'ai presque ri. L'émotion était la seule chose que je n'apportais pas dans cette pièce. « Il s'agit de la famille, » a insisté ma mère. « Et parfois, cela implique de faire des sacrifices. » J'ai soutenu son regard. « J'ai fait des sacrifices toute ma vie. » Sa main a surgi de nulle part. Le son a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Sec. Définitif. « Tu n'as pas le choix !» a-t-elle hurlé. « Tu m'entends ? Tu n'en as pas !» Quelqu'un a haleté. Quelqu'un d'autre s'est levé à moitié, ne sachant s'il devait intervenir. Je n'ai pas bougé. Monsieur Caldwell s'est levé de sa chaise, l'inquiétude gravée sur son visage. « Madame », a-t-il dit prudemment, « avant que cela n'aille plus loin, il y a certaines choses que vous devriez comprendre. » Mon père a abattu sa paume sur la table. « Non », a-t-il lâché.
Ça s'arrête maintenant. Monsieur Caldwell a hésité, puis m'a regardé. Je lui ai adressé un imperceptible signe de tête. Il s'est retourné vers ma mère. Savez-vous qui détient réellement l'autorité sur ses actifs? Mon père a explosé. Savoir quoi? A-t-il crié. Arrêtez de parler par énigme. La pièce est devenue silencieuse. J'ai ressenti l'attrait familier d'adoucir les choses, d'expliquer pour rendre ça plus facile pour tous les autres. Le réflexe de l'enfant qui maintenait la paix. Je l'ai ignoré. Vous me demandez de renoncer à quelque chose que vous ne contrôlez pas, ai-je dit d'une voix égale. Et vous le faites devant des témoins parce que vous pensez que la pression va fonctionner. Le visage de Karen s'est empourpré. Tu déformes la situation. Non, ai-je dit. Je la nomme. Mon père m'a dévisagée comme s'il voyait une étrangère. Tu penses être plus intelligente que nous? Je pense que vous n'avez jamais cru devoir être prudent, ai-je répondu. Monsieur Caldwell a lentement fermé le dossier. Nous devons faire une pause, a-t-il dit. Il y a des réalités juridiques ici que... Nous allons régler nos affaires familiales nous-mêmes, l'a coupé ma mère d'un ton sec. Je me suis alors levée, non pas pour partir, mais pour changer l'équilibre de la pièce. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement, ai-je dit, vous devriez écouter votre avocat. La voix de mon père a baissé, dangereuse et contrôlée. Et si nous ne le faisons pas? Alors vous continuerez à prendre des décisions basées sur des suppositions, ai-je répondu. Et les suppositions ne tiennent pas très bien la route quand la paperasse s'en mêle. Personne n'a parlé. J'ai regardé autour de la pièce les visages qui m'avaient vu grandir, qui avaient accepté sans sourciller que Karen devait diriger et que je devais céder. Je ne suis pas venue ici pour me battre, ai-je dit. Je suis venue parce que vous m'avez invitée, mais je ne me laisserai pas acculer. J'ai pris mon sac, le posant à mes pieds. Si vous voulez continuer, ai-je ajouté, nous pouvons être honnêtes. C'est alors que je l'ai vu dans les yeux de mon père. Pas de la colère, de la peur. Car pour la première fois, il comprenait que quelque chose de fondamental avait changé, et il n'avait aucune idée de l'avance que j'avais déjà prise. Le silence a un poids quand suffisamment de personnes retiennent leur souffle. Il presse contre vos oreilles, votre poitrine, l'espace entre les mots. Le salon a semblé plus petit alors, comme si les murs s'étaient penchés pour écouter. Mon père a rompu le silence en premier. « Si tu ne signes pas, a-t-il dit lentement, alors dis-nous ce que tu crois savoir. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis penchée et j'ai posé mon sac sur la table. Ce n'était pas théâtral. Pas de claquement, juste le son sourd de la toile contre le chêne. Je l'ai ouvert doucement et j'en ai sorti une fine pochette ignifuge gris anthracite avec un fermoir en métal. Clic. Le son a traversé la pièce, plus tranchant que ne l'avait été la gifle de ma mère. Karen s'est adossée à sa chaise. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, essayant de paraître amusée. « Tu es sérieuse, là ?» Les yeux de M. Caldwell se sont fixés sur le dossier. Il n'a pas parlé, mais quelque chose dans sa posture a changé. Les avocats connaissent ce son. Le son de la préparation. Je n'ai pas apporté d'opinion, ai-je dit. J'ai apporté des dossiers. J'ai ouvert le dossier et fait glisser le premier document sur la table. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai laissé le papier parler de lui-même. Monsieur Caldwell s'est penché en avant, ajustant ses lunettes. Il a lu silencieusement au début, les lèvres bougeant à peine. Puis ses sourcils se sont froncés. « Il s'agit d'une fiducie enregistrée », a-t-il dit lentement. Mon père s'est moqué. « Nous avons déjà une fiducie. » Monsieur Caldwell n'a pas levé les yeux. « Pas comme celle-ci. » J'ai posé le deuxième document, puis le troisième. Chacun soigneusement aligné, les bords d'équerre comme on m'avait appris à le faire. Le sourire de Karen a disparu. « Tu te rends ridicule, » a-t-elle dit. « Tu ne comprends même pas. » « Karen, » l'a interrompu doucement Monsieur Caldwell. « S'il vous plaît, arrêtez de parler. » Cela seul a stupéfié la pièce. Il a ramassé le document du dessus, vérifiant le sceau du comté, le numéro d'enregistrement, la date. Puis il a tourné vers la page des signatures. Mon nom. Pas sur la ligne qu'il m'avait demandé de signer aujourd'hui. Il y était déjà. La voix de ma mère tremblait.
Ça, ça ne veut rien dire. Éléonore était vieille. Elle ne savait pas. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, a répondu M. Caldwell d'un ton plus sec maintenant. Ceci a été exécuté il y a des années. Correctement. Avec des témoins. Avec un conseiller indépendant. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. Non, a-t-il dit. C'est impossible. J'ai fait glisser une page de plus en avant. Celle-ci l'explique. C'était une désignation d'autorité. Claire, sans ambiguïté. Karen s'est jetée en avant, tentant d'attraper les papiers. C'est un faux. Monsieur Caldwell a attrapé son poignet en plein vol. Ne touchez pas à ça. Elle s'est figée. Il s'est tourné vers mes parents. Savez-vous qui détient réellement le pouvoir décisionnel sur ses actifs? A-t-il demandé à nouveau, sa voix calme mais sans appel. Ma mère a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Nous sommes les parents, a-t-il dit faiblement. Ce sont les actifs de la famille. Monsieur Caldwell a secoué la tête. Non, ils ne le sont pas. Il m'a regardé alors, non pas comme leur fille, mais comme sa cliente. Vous êtes l'autorité en exercice. Vous l'avez toujours été. La pièce a explosé. Ma tante a murmuré « Oh mon Dieu !» Quelqu'un d'autre a marmonné « Ça change tout !» Le mari de Karen s'est levé en reculant comme si le sol s'était fissuré sous ses pieds. « Karen, a-t-il dit doucement, tu avais dit que c'était réglé. » Ma mère a pressé ses mains sur sa bouche, les yeux écarquillés. « Tu as planifié ça ?» m'a-t-elle chuchoté dans notre dos. « Non, ai-je dit. Vous l'avez ignoré. » Mon père s'est retourné contre moi, la rage vacillant dans ses yeux. « Tu nous as laissé planifier cette réunion ?» a-t-il accusé. « Tu nous as laissé inviter des gens ?» « Oui, » ai-je répondu d'une voix égale, parce qu'on m'a dit que je n'avais pas le choix. La voix de Karen s'est brisée. « Tu as fait ça pour me blesser. » Je l'ai enfin regardé pleinement. « Non, » ai-je dit. « J'ai fait ça pour t'arrêter. » La vérité s'est installée lentement, de manière inégale. Pas comme une bombe, comme un brouillard qui se dissipe. Monsieur Caldwell a rassemblé les documents en une pile nette. « Il n'y a rien à transférer, » a-t-il annoncé à la pièce. « Les actifs sont déjà placés. Il n'existe aucun mécanisme juridique pour ce que vous demandez. » Mon père s'est laissé retomber sur sa chaise, les mains tremblantes. « Tout ce temps, » a-t-il chuchoté. « Tout ce temps, nous pensions... » « Vous supposiez, » ai-je dit doucement. Karen a secoué la tête, des larmes coulant maintenant sur son visage. « Ce n'est pas juste. » J'ai soutenu son regard. S'entendre dire toute sa vie qu'on n'a pas d'importance ne l'est pas non plus. Ma mère m'a regardée, m'a vraiment regardée, non pas comme un problème, non pas comme un obstacle, mais comme quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. « Nous t'avons élevé, » a-t-elle dit. « Tu nous es redevable. » J'ai fermé la pochette et j'ai refermé le fermoir. Clic. « Je ne vous dois pas mon silence, » ai-je répondu. Personne n'a argumenté après ça. Il n'y avait plus matière à argumenter. La vérité avait pris la parole, et elle ne cédait pas sa place. J'ai ramassé mon sac, lentement. « Cette réunion est terminée, » ai-je dit, et il en va de même de la supposition selon laquelle je m'effacerai toujours. En me tournant vers la porte, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni triomphe, ni soulagement, mais une certitude tranquille. Pour la première fois de ma vie, le papier avait parlé plus fort que n'importe qui dans cette pièce. Et tout le monde l'avait entendu. Les conséquences arrivent rarement avec des drames. Elles ne claquent pas les portes et ne crient pas d'accusation. Elles avancent silencieusement, méthodiquement, comme de la paperasse traitée en arrière-plan pendant que les gens se disputent encore sur leurs sentiments. J'ai quitté la maison de mes parents avant que quiconque ne pense à m'arrêter. Le soleil baissait déjà, jetant de longues ombres sur l'allée. Je me suis arrêtée juste un instant à côté de ma voiture, écoutant le bruit étouffé des voix à l'intérieur, confuses, superposées, dépouillées de la certitude avec laquelle ils étaient entrés. Puis je suis montée, j'ai fermé la porte et je suis partie.
Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Plus besoin de rejouer les conversations, ni de répéter mes défenses, juste le calme constant qui survient lorsqu'une décision n'est plus théorique. Les retombées ont commencé le lendemain matin. Monsieur Caldwell a appelé le premier. Son ton était professionnel, mais différent maintenant. Prudent, respectueux. Il y aura des ajustements, a-t-il dit. Certaines choses que vos parents croyaient être en cours ne le sont tout simplement pas. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. À midi, Karen avait appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Le soir, le groupe de discussion de la famille a explosé. Comment as-tu pu nous faire ça? Maman n'a pas arrêté de pleurer. Tu as embarrassé papa devant tout le monde. Ce n'est pas ce que grand-mère aurait voulu. J'ai lu chaque message une fois, puis j'ai mis la discussion en sourdine. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce pour quoi j'avais été formée. J'ai examiné, j'ai vérifié, j'ai documenté. En 48 heures, j'avais engagé une société de gestion indépendante pour superviser les actifs. Ni amis, ni famille. Des professionnels sans implication émotionnelle et avec une trace écrite pour tout ce qu'ils touchaient. Les locataires ont été informés. Les plannings d'entretien ont été standardisés. Les comptes financiers ont été verrouillés avec une double authentification et des protocoles de supervision qui rendaient tout détournement discret impossible. Pas de discours, pas de communiqué de presse, juste de la structure. Le style de vie de Karen a commencé à s'effondrer presque immédiatement. Des cartes de crédit signalées, des comptes gelés en attente de vérification, une suspension temporaire placée sur les dépenses discrétionnaires dont elle était devenue dépendante. Son mari a déménagé en moins d'une semaine, invoquant de fausses déclarations sur le ton plat de quelqu'un qui a découvert que les fondations de sa vie reposaient sur une confiance empruntée. Mes parents ont vendu la maison du lac discrètement, puis la deuxième voiture, puis la collection de bijoux de ma mère, pièce par pièce, chez un courtier en succession qu'elle avait autrefois méprisé. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit près de l'autoroute. Pas pauvre, pas ruiné, juste diminué. J'ai appris tout cela indirectement. Je n'ai pas appelé, je ne me suis pas réjouie, je n'ai pas expliqué. Car les conséquences n'ont pas besoin de narration. 2 semaines après la réunion, une enveloppe est arrivée à mon appartement. L'écriture de ma mère, soignée, contrôlée. À l'intérieur, une seule page. Nous devons parler. Pas d'excuses, pas d'accusations, juste la première phrase honnête qu'elle avait offerte depuis des années. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai continué à construire la vie que j'avais mise sur pause pour survivre à la confrontation. Les courses du matin, les délais de travail, les listes de courses, les choses normales. Le genre de normalité que personne ne s'était jamais attendu à ce que je priorise. Quand Karen m'a finalement coincée devant mon immeuble, elle semblait plus petite, plus mince, moins sûre d'elle. « Tu as tout gâché », a-t-elle dit, la voix brisée. J'ai croisé son regard. « Non », ai-je répondu. « Tu n'avais simplement jamais prévu de devoir rendre des comptes. » Elle a ri amèrement. « Tu penses toujours que tu es meilleure que nous ?» J'ai secoué la tête. « Je pense que j'en ai fini d'être silencieuse pour que tu puisses être plus bruyante. » Elle est partie sans un mot de plus. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de limites. Un mois a passé, puis un autre. La vie s'est stabilisée. Les actifs n'étaient plus des symboles. Ils étaient des responsabilités que je portais avec intention et distance. Et puis un soir, mon père a appelé. Pas ma mère, pas un texto de groupe, juste lui. « J'aimerais qu'on se voie », a-t-il dit, d'une voix qui ne m'était pas familière. Plus basse, moins assurée. « Si tu le veux bien. » J'y ai réfléchi plus longtemps que je ne l'aurais cru. Puis j'ai dit oui. Non pas parce que je lui devais de tourner la page, mais parce que j'étais curieuse d'entendre à quoi ressemble un homme quand son autorité cesse enfin de fonctionner. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner. Mon père nous y emmenait quand nous étions enfants. Des banquettes en vinyle, un comptoir lissé par des décennies de coudes appuyés,
Un café qui avait un goût de brûlé, peu importe la quantité de crème que l'on y ajoutait. C'était le genre d'endroit où le temps n'avançait pas, mais se figeait. Il était déjà là à mon arrivée, assis, les mains croisées autour d'une tasse à laquelle il n'avait pas touché. L'espace d'un instant, j'ai failli ne pas le reconnaître. Non pas parce qu'il avait l'air plus vieux, bien que ce soit le cas, mais parce qu'il manquait quelque chose d'essentiel. La certitude, la supposition que le monde allait s'arranger autour de ses décisions. Il s'est levé en me voyant, a hésité, puis s'est rassis. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Je me suis glissée sur la banquette en face de lui et j'ai hoché la tête. « Tu as dit que tu voulais parler. » La serveuse est apparue, a versé du café sans demander et a disparu à nouveau. Nous sommes restés assis dans le silence qu'elle avait laissé derrière elle. « J'avais tort », a dit mon père. Pas de préambule, pas de nuance, juste 3 mots prononcés comme s'ils étaient restés sur sa langue pendant des semaines. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu. D'après mon expérience, les gens se précipitent souvent pour combler le silence lorsqu'ils sont mal à l'aise. Je voulais entendre ce qu'il dirait quand personne ne le sauverait de ce silence. Je pensais, a-t-il continué lentement, que garder la famille unie signifiait décider ce qui était le mieux pour tout le monde. Je pensais que l'autorité était la même chose que la responsabilité. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je vois maintenant que ce n'est pas le cas. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Pas tout à fait le pardon, mais du soulagement. Le genre de soulagement qui survient lorsqu'une vérité est enfin prononcée à voix haute. « Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Tu as décidé. » Il a hoché la tête. « C'est vrai. » Une autre pause, plus lourde celle-ci. « J'aurais dû te protéger, » a-t-il dit doucement. Au lieu de cela, j'ai traité ton silence comme un consentement. Cela m'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était exact. J'ai appris à me taire parce que ça maintenait la paix, ai-je dit, pas parce que j'étais d'accord. Je sais, a-t-il répondu. Je le vois maintenant. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Pas d'argent, pas de documents. D'enfance, d'attentes qui se calcifient pour devenir des rôles, de la facilité avec laquelle on récompense l'enfant qui reflète sa propre image et dont on néglige celui qui la remet en question, simplement en étant différent. Il n'a pas demandé à récupérer les actifs. Il ne m'a pas demandé d'adoucir quoi que ce soit. Il ne m'a pas demandé de réparer ce qui s'était brisé. C'était important. Au moment de nous lever pour partir, il a posé une main hésitante sur mon épaule. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. J'aurais dû dire ça il y a longtemps. J'ai hoché la tête une fois. Merci. Dehors, l'air était frais et pur. La circulation avançait régulièrement sur la route, indifférente aux règlements de comptes familiaux et aux aveux trop longtemps attendus. La vie ne s'est pas résolue comme par magie après ça. Ma mère a mis plus de temps, Karen encore plus. Néanmoins, certaines relations sont restées distantes, polies, redéfinies. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Je ne me justifiais plus. Je ne m'effaçais plus de manière préventive. Les actifs se sont stabilisés. Les locataires se sentaient en sécurité. Les systèmes fonctionnaient comme ils étaient censés le faire. Non pas parce que quelqu'un surveillait de près, mais parce que la responsabilité avait été intégrée à la structure. Et je me suis construit une vie qui me ressemblait, une vie qui ne nécessitait pas de permission. Parfois, tard le soir, je pense à la version de moi-même qui était assise silencieusement à cette table en chêne, la joue brûlante, s'entendant dire qu'elle n'avait pas le choix. Je pense au nombre de personnes à qui l'on demande de renoncer à des parts d'elles-mêmes au nom de l'harmonie, à la fréquence à laquelle l'amour est utilisé comme moyen de pression. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais ceci. Tu as toujours eu le choix. Tu n'en avais juste pas encore la preuve. À tous ceux qui écoutent, qui ont un jour subi des pressions pour se soumettre, pour garder le silence, pour renoncer à ce qui compte, parce que cela arrange quelqu'un d'autre. Vos limites ne sont pas des trahisons. Votre lucidité n'est pas de la cruauté. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de laisser la vérité parler d'elle-même.
Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-moi d'où vous m'écoutez. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires sur les limites, le courage et la réappropriation de votre voix, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Merci d'être là. Merci de votre écoute. Else. Right, no, for real, because what the hell? Always fucking something. Fuck! Relax. Someone down here. What's going on? What the? Specializing in psychiatry and cybernetics. Spoiler alert, he's a smart guy. Please welcome Alvin Guerrero. Here are the beasts of Night City. The Gym Rat Gang. That would be Keith, Steam, and Pete. And Gianna. I know Gianna goes to the gym as well. Oh shit. Weird. What the? What was that? I'm gonna save here. Actually, hold up. I feel like I might fuck this up. Waiting for him to turn around. Just do something. Weird.
Hi, Nate. What's up, Nathan? Oh, I fucked up. Oh, God. Whatever. Whoa, 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 no, no, no. Shit. He's about to walk away. Oh. Where's your buddy at? There's someone there! Oh my god! Yes? Did you do that just now, Daily? Someone here? Fuck! How did he not see me? That was close. That was so close. Oh my gosh, Nate, thank you for the 69 stream streak. Thanks. Hi, Mist. Mistifer, welcome in. Nice to meet you. Ooh, I feel like I can make a fire outfit with this. Unequip. It's kind of ugly, but whatever. Let's do... I need to change my hair. She looks a mess, but it's fine. It's fine. This is it, right? Yeah, this is the van. Hold up. I want to get rid of this guy first. I don't know how I didn't get detected.
that just in case. I know there was another guy in here somewhere. Oh, there you are.